Cyril, la question maintenant, c'est est-ce qu'il est bon et est-ce qu'il est souhaitable d'aider les managers à ce qu'ils se transforment à leur niveau en leader libérateur? C'est une bonne question. On voit quand même que même si le fait d'avoir des leaders libérateurs très, très forts, avec un très fort leadership, ça aide au projet, mais ça peut être aussi un risque si un jour ces leaders disparaissaient. Donc toute la difficulté réside dans le fait de faire passer ce leadership dans toute l'organisation. Partager la gouvernance, ça nécessite d'abord de partager le leadership et de l'infuser dans toute l'organisation. Et idéalement, si ce leadership il est infusé partout, alors il n'y a plus besoin d'un ou d'une leader libérateur ou libératrice. Il y a besoin que tous les managers ou que tous les leaders dans les équipes deviennent eux-mêmes libérateurs quelque part. On voit quand même que tout le monde peut devenir un leader, mais dans une certaine mesure. On a quand même besoin, dans certains pôles, dans certaines équipes, d'avoir quelqu'un qui se prend qui s'empare d'abord de ce leadership. Et je pense que les managers sont non seulement légitimes dans l'organisation, mais ils ne sont souvent pas là par hasard non plus. Donc oui, je pense que c'est au manager, au premier chef, de prendre en compte, de prendre ce projet à bras-le-corps. Et à mon avis, la première étape pour eux, afin que ce ne soit pas quelque chose d'incantatoire, c'est de travailler avec l'équipe elle-même pour faire émerger finalement les attentes de l'équipe. Souvent dans une équipe, il y a des attentes liées au fonctionnement qui font ressortir des écarts entre ce que les gens souhaiteraient et ce qu'ils vivent au jour le jour. Et je pense que c'est de ces écarts-là dont il faut partir pour ensuite construire quelque chose qui permettra d'avoir un leadership plus partagé dans l'organisation et donc une gouvernance qui leur permette de ne pas être les superman absolus, les managers, mais au contraire de se libérer en partageant ce pouvoir, cette gouvernance avec les membres de l'équipe. Et est-ce que c'est ce qu'on appelle les sessions de cailloux dans la chaussure par lequel il faut démarrer? C'est ça dont tu parles ou c'est quelque chose de plus compliqué? C'est exactement ça, sachant que le caillou dans la chaussure est une terminologie qui peut être utilisée, mais ici l'idée c'est non seulement peut-être de traiter les irritants en général dans l'équipe, mais plus particulièrement les irritants ou les écarts qui sont des irritants mais qui ne sont pas forcément vus comme ça. Souvent le mot tension peut être utilisé aussi parce que une tension ça a deux significations. Il y a la signification générale où on imagine le contexte négatif d'une tension, j'ai une tension, j'ai de la tension, etc. Avec la notion physique d'une tension qui est une force exercée entre un état actuel et un état désiré. Et effectivement, demander à l'équipe, c'est quoi selon vous l'état désiré au regard du fonctionnement que vous voulez avoir dans l'équipe, en termes de décision, en termes de cadre, en termes de management en général, on va dire. Comment vous voulez, quel management vous voulez, et travailler avec eux effectivement sur ça, qui sont potentiellement des irritants ou des cailloux dans la chaussure, mais qui peuvent être simplement des espoirs qui sont en fait pas exprimés, mais qui existent. Donc c'est en fait la prise en compte de l'écart ou des écarts qui existent entre l'état actuel et puis ce que l'on sait imaginer qui serait mieux. Ok, une fois qu'on a compris ces écarts-là, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas tous les résoudre, si? Alors, les écarts, ils sont pas faits pour être forcément tous résolus, mais ils sont faits pour être utilisés. Parce qu'il peut y avoir certains écarts avec lesquels on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Et il y a d'autres écarts avec lesquels l'équipe se dit, là, on a un vrai sujet. La différence entre ce qu'on souhaite et ce qu'on vit est trop importante pour qu'on n'en fasse rien. Et donc, il faut demander à l'équipe, mais qu'est-ce que vous voulez en faire ? En clair, qu'est-ce que vous décidez d'améliorer, compte tenu que maintenant, vous avez discuté ensemble et apparemment, cet écart semble converger au sein de toute l'équipe et vous êtes d'accord pour
transformer quelque chose, quelle hypothèse vous faites sur ce qu'il faut changer, quel est l'axe d'amélioration que vous voulez mettre en œuvre. Et en fait, il faut en décider une action ensuite. Donc, parce que le fait d'être inconfortable par rapport à quelque chose, c'est un constat. Ensuite, de se dire, en fait, c'est quoi l'axe d'amélioration possible qu'on peut en tirer, c'est une hypothèse. Et enfin, une fois qu'on a fait cette hypothèse, qu'est-ce qu'on décide de changer pour avancer. Ouais. En fait, l'idée, c'est pas juste de se plaindre, mais d'être actif. Donc, ce qu'on doit faire en sorte qu'il survienne, c'est que un sujet soit pris et que l'on essaye d'avancer dans la logique de l'écart qui a été constaté pour mettre des actions en œuvre qui vont nous rapprocher de la situation idéale et nous éloigner de la situation pas souhaitée finalement, qui était la situation de départ. Ok. Quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on change? Quand est-ce qu'on voit qu'on est dans le bon? Enfin, la difficulté, c'est que quand on se retrouve à faire, on perd forcément un peu le recul, un peu la distance. Et est-ce que on sait quand est-ce qu'on doit s'arrêter et ne pas aller trop loin? Alors, je pense que la grande différence par rapport à ce qu'on propose, c'est de ne pas de faire de révolution, mais de faire une évolution. Et cette évolution permet de ne pas s'arrêter, parce qu'en général, une révolution, quand on a coupé un peu toutes les têtes, ça s'arrête, alors que l'évolution, ça ne s'arrête pas. Et la grande différence par rapport aux habitudes qu'on a de réorganisation, de restructuration, de transformation, j'en passe et des meilleurs, c'est qu'on veut faire des grands trucs. Là, l'idée, c'est plutôt de se dire, non, on est dans l'équipe, on va nous-mêmes mettre en œuvre quelque chose qui nous semble être mieux que ce qui se passe aujourd'hui, mais comme on n'a aucune idée, on n'a pas de baguette magique ni de modèle tout fait, on va expérimenter. Et donc l'idée, c'est d'expérimenter une nouvelle manière de faire, par exemple, prendre les décisions dans l'équipe. Comment on prend les décisions dans l'équipe? On expérimente une nouvelle méthode qu'on a construite ensemble, et puis on voit ce que ça donne. Et puis, très vite, après cette expérimentation, on fait un bilan, on demande des feedbacks, on demande aussi aux gens qui nous entourent qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce fonctionnement, s'ils sont impliqués, et puis on regarde finalement quel écart il y a entre ce qu'on avait imaginé et puis ce qu'on a obtenu. Donc là, on est de nouveau dans les écarts, et donc de nouveau, on va faire ce travail itératif de corriger ce qu'on a mis en œuvre pour le rendre meilleur. Et donc, finalement, on se rend compte que l'amélioration ou l'évolution, elle est permanente. Elle n'est pas forcément révolutionnaire au sens où on ne fait pas des gros changements, mais on fait des petits changements, et ces petits changements, ils vont s'améliorer en permanence. C'est le principe bien connu de Lean Management qui est déjà en œuvre depuis bien longtemps. C'est ce qu'on appelle aussi dans l'agilité des boucles itératives dans la gestion de projet. Donc, ces méthodes-là, elles sont déjà connues. L'idée, c'est de les appliquer au fonctionnement de l'équipe et en s'appuyant sur le bon sens de chacun et surtout sur les apprentissages qu'on fait en discutant et en recevant des retours et des feedbacks des gens. D'accord, c'est clair, ça me semble intéressant. Quelle est éventuellement la limite de ça? Est-ce qu'il y a des sujets auxquels ça ne peut pas s'attaquer? Est-ce qu'il y a des contextes dans lesquels on ne peut pas fonctionner comme celui-là? Alors, il n'y a pas forcément de limite, mais il y a plutôt un ordre et des prérequis. L'ordre, c'est qu'en général, on va aller sur des sujets relativement, dont les enjeux sont relativement faibles au départ pour augmenter de plus en plus. Typiquement, peut-être qu'on ne va pas commencer par... au fait, si on changeait le système de rémunération dans l'équipe, ça c'est un sujet qui nécessite une certaine maturité parce que c'est des sujets qui sont sensibles. Ça ne veut pas dire qu'ils fâchent, mais ça veut dire que c'est des sujets sensibles et que toutes les organisations ne sont pas forcément prêtes à aller directement à ce genre de sujet. Donc ça, c'est plutôt l'ordre. Commencer par des choses qui sont vraiment dépendantes de notre levier avant d'attaquer des sujets peut-être un peu plus larges. Et puis le prérequis, c'est que l'organisation permette de fonctionner comme ça. Si effectivement le manager dont on dépend ou le périmètre dont on dépend n'est pas pour fonctionner de cette façon-là, ça va être un peu compliqué. Même si on peut imaginer qu'une équipe se mette elle-même à fonctionner comme ça, si on veut étendre ce fonctionnement à plusieurs équipes, voire à une organisation, il faut que la posture de là ou du manager de cette entité
soit déjà en phase avec cette méthode entre guillemets agile, qui nécessite quand même un certain lâcher-prise, parce que vous ne pouvez pas tout contrôler vu que vous ne savez pas ce qui va émerger. Typiquement, quand on fait ce genre de démarche où on pose des écarts, on réfléchit, on fertilise pour faire des tests, des expérimentations et qu'on améliore en permanence, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, il faut qu'il y ait un travail effectivement de posture du manager ou de la manager pour que elle soit en phase avec justement le fait de faire émerger des choses inconnues. Ceci étant dit, on voit qu'en lean management, c'est exactement la même chose. Hein. L'amélioration continue, elle part du terrain, des gens qui font, et on ne sait pas ce qui va en ressortir comme amélioration. Donc c'est un peu le même processus. Les gens qui font du lean management savent que ce qui va ressortir n'est pas forcément prévisible. Oui, et puis dans le pire des cas, si effectivement l'entreprise ou le manager du dessus ne permet pas que ce type de fonctionnement soit mis en œuvre, c'est une indication pour le manager qui voudrait le faire que peut-être il faut qu'il se libère et qu'il aille voir ailleurs. C'est ça. En tout cas, ce que j'apprécie dans cette méthode au regard des retours d'expérience, c'est justement le fait de, pouvoir agir à son niveau, parce que globalement, il n'y a pas besoin de faire une révolution pour mettre ça en œuvre. 2, de faire des changements qui ne sont pas forcément des changements majeurs au départ, mais l'itération de plein de petits changements va en fait faire en sorte que les gens se rapprochent d'un fonctionnement idéal au regard de ce qu'ils ont envie d'avoir au sein de leur équipe. Et ce qui marche au sein d'une équipe n'est pas forcément la même chose au sein d'une autre équipe. Donc c'est à la fois adapté à l'équipe et en même temps c'est un changement progressif qui permet à chacun de s'adapter ensemble et de ne pas avoir un plan qui est imposé dans lequel certains s'y retrouveraient, mais pas forcément tous. Super. Bon, je suis content de ce résumé parce que je crois que ça permet d'expliquer comment nous, on peut aider une entreprise ou simplement certains de ses managers à mieux faire les choses sans pression, en essayant de se débarrasser du complexe du héros, on va dire, du leader libérateur, tout en ayant la possibilité de mettre en œuvre des choses qui sont efficaces, qui sont concrètes pour toute l'équipe et qui améliorent la vie au quotidien. Donc ça me semble quelque chose, encore une fois, pour laquelle ça vaut la peine que nous travaillions. Yes, je suis d'accord. Merci beaucoup.